La première vidéo que j'ai mise en ligne au sujet des Gilets jaunes date du 19 novembre, à savoir 2 jours après le début de ce mouvement. Si dans cette vidéo j'y exposais mes avis, opinions et espérances en ce qui concerne ce mouvement, je voudrais aujourd'hui, par ce mini-exposé, me décharger d'une partie des constatations hallucinantes occasionnées par l'historique des événements. Et ceci à 2 jours de l'acte 10. Alors premièrement, il est vrai que le flux d'informations continu et son lot émotionnel a tendance à nous faire oublier l'essentiel et déforme une réalité qui est pourtant dramatiquement simple. Pour vous aider à reconnecter avec cette réalité, je vais au préalable citer quelques mots et formules et les mettre ensuite en opposition avec les faits. Alors, philosophie des Lumières, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, démocratie. Et maintenant je vous dis 12 morts, 1700 blessés, dont une centaine gravement et dont certains handicapés à vie, suite à des mutilations causées par la police. Pourquoi? Pour avoir osé manifester leur désaccord envers le gouvernement français. Je continue la mise en place du décor. Dans l'Espagne franquiste, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, un policier qui aurait émis un doute quant aux ordres reçus aurait été soit aux arrêts, soit déporté, soit éliminé. Dans la France de 2019, en période de paix, pour 1700 € par mois en début de carrière, des gens assermentés acceptent de frapper, tirer et mutiler leurs pairs tout en partageant les mêmes problèmes quotidiens. À quel degré d'avilissement nous sommes-nous rendus? Qu'avons-nous laissé faire? Ne comptez pas sur moi pour dire « ils ont reçu des ordres ». Non, ça c'est beaucoup trop facile. Nous savons en France et historiquement ce qui s'est passé lors d'une certaine histoire européenne sous l'excuse « nous obéissions aux ordres ». Alors non, quoi qu'il arrive à l'avenir, quelles que soient les décisions au sujet du flashball, des grenades, de désencerclement, tout ça, cela ne changera strictement rien. En ce qui concerne ce qui s'est passé, il va y avoir un avant et un après. Ils ont obéi, ils l'ont fait. La cassure est irréversible et définitive, je le pense du moins. Deuxièmement, pour la première fois en France, c'est-à-dire de manière inédite, les quelques chaînes télé ainsi que d'autres types de médias considérés comme de masse sont littéralement et immédiatement devenus, sans aucune pensée critique, les porte-voix du gouvernement, et ceci quels que soient les mensonges, les inepties ou les contre-vérités prononcées. C'est-à-dire que sans aucune altération, réflexion ou modification, les slogans et formules propagandistes ont été répétés exactement de la même manière, avec le zèle et la véhémence de véritables capots, par une espèce de clique de collabos sans éthique, sans foi ni loi, telle une meute de toutous qui, en guise de sucre de la part du maître, a sans doute reçu une tape sur l'épaule et une exonération d'impôts. Alors là aussi, la cassure, je le pense, est irréversible et consommée entre une grande partie de la population et cette caste immonde de domestiques rapporteurs. Troisièmement, le troisièmement implique de déceler à qui s'adresse ce que je considère comme étant la propagande d'État la plus immonde des dernières 40 années. Eh bien, toujours au même depuis 1792, depuis 1848, depuis la Commune de 1871 et ainsi de suite. Une certaine classe aisée de possédants, de bien-pensants, qui énumèrent sans cesse des principes humanistes sans pour cela les mettre en pratique, mais comme caution philosophique pour faire partie des gentils.
Ces gens qui ont toujours profité des acquis sociaux obtenus par ceux qui sont allés au charbon les chercher, se sont toujours immédiatement rangés du côté de la loi et de l'ordre dès que ça a un peu chauffé. Vous pouvez les voir aujourd'hui s'exprimer sur tous les réseaux sociaux à coups de formules telles que « pas de violence en République, je soutiens les forces de l'ordre, nous sommes dans un état de droit, retour à la loi et l'ordre, rien ne s'obtient par la violence », et ainsi de suite, une myriade inépuisable de lieux communs et de formules toutes faites, leur assurant d'un côté leur place au sein du groupe des gentils et de l'autre la protection de la loi et de l'ordre. Alors pourquoi cette classe est-elle particulièrement visée par la propagande d'État? Tout simplement parce que cette classe aurait les moyens de faire changer les choses. Donc il faut bien en dissuader. Là aussi, une cassure s'est opérée, c'est indéniable. Quatrièmement, les politiques. Alors, quand Castaner prononce des discours tels que la police n'attaque pas les manifestants seront complices des casseurs, les manifestants ont la volonté de tuer, et toutes sortes d'autres inversions, les gens crient au mensonge et à la manipulation, et cela à juste titre. Mais ce n'est pas tellement ça qu'il faut y voir. Excusez-moi. Il faut plutôt y déceler, à mon sens, un signe fort envers les affairistes parvenus et opportunistes, non seulement formant ce gouvernement, mais aussi constituant les groupes des commanditaires aux intérêts internationaux qui imposent cette politique. Quel est le vrai message qui se cache derrière ces discours? Eh bien, en substance, il est simple. Il dit « Nous avons dorénavant une milice obéissante. Nous avons pour l'information des pantins entièrement dévoués. Rien ne pourra nous empêcher de continuer le pillage. » Je ne m'attarderai pas sur les performances médiatiques de tous les membres de la gouvernance, de la mesquinerie de leurs propos et leur propension à humilier les gilets jaunes pour leur reprocher ensuite d'avoir une réaction. C'est d'une telle bassesse que citer leur nom ou leur performance leur ferait trop d'honneur et leur donnerait une importance qu'ils sont bien loin de mériter. Alors, cinquièmement, pourquoi, depuis quelques années, assiste-t-on à l'avènement de ce que le philosophe québécois Alain Deneau nomme la médiocratie? Médiocratie qui nécessite que l'appareil politique soit remplacé par une gouvernance telle que ce qui est nécessaire à la gestion d'un supermarché. Bien, la raison correspond exactement à la cause qui a produit le mouvement des Gilets jaunes. Je m'explique. Même si la plupart d'entre eux ne le verbalisent pas comme je vais le faire maintenant, cette cause est bel et bien le déclencheur des conséquences qui poussent ces milliers de gens à se retrouver dans la rue. Je l'avais énoncé lors de mon premier exposé. Si les doléances et les revendications des Gilets jaunes sont nombreuses et variées, selon qu'elles concernent des gens vivant en milieu rural, en zone urbaine et en cité défavorisée, ces doléances, qui sont toutes valables, viennent toutes de problèmes liés à la même cause. L'avènement en France, ou plutôt l'acte final en France de l'avènement de ce que l'on nomme ultralibéralisme à l'anglo-saxonne. Certains appellent ça néolibéralisme à l'anglo-saxonne. Ce n'est pas le sujet de débattre sur ces termes, de toute façon ils ont été biaisés, donc je vais choisir ultralibéralisme à l'anglo-saxonne et m'y tenir. Alors, qu'est-ce que l'ultralibéralisme à l'anglo-saxonne? Si cette mutation culturelle a vu son coup d'envoi dans les années 80, avec Thatcher et Reagan, vous vous souvenez sans doute, il n'y a pas de société, seulement des individus. Le coup d'envoi en France fut opéré, selon certains, par la trahison de Mitterrand en 1983. Peu importe. On ne fait pas tout et n'importe quoi de la même manière dans tous les endroits du monde. Les cultures étant différentes, la propension à recevoir ou accepter une mutation culturelle est différente selon les endroits du monde. Une telle mutation culturelle en France, étant donné notre culture et tradition contestataire, ne pouvait se faire qu'au fur et à mesure,
par l'enchaînement de présidents apportant chacun un nouvel élément à la fabrication de ce monstre. Je pense pour ma part que Macron, que j'ai toujours considéré comme cousin dans la politique de Justin Trudeau au Canada, est là pour mettre la touche finale à l'avènement de cet ultralibéralisme. Alors, en quoi consiste ce que l'on nomme ultralibéralisme ou néolibéralisme à l'anglo-saxon? Alors, en ce qui concerne l'économie, c'est bien sûr un chemin vers le tout privatisé avec concurrence acharnée. C'est bien sûr la politique de l'offre et de la fabrication du désir plutôt que de celle de la demande. Et c'est bien sûr la dérégulation de tout, la dérégulation du marché, du mouvement des capitaux et ainsi de suite. Bref, pour faire une image plus parlante, c'est d'un point de vue économique une situation économique où l'individu doit se débattre constamment au nom du Dieu travail pour éviter de se noyer, mais finalement en coulant à la fin. Et d'un point de vue social, cet ultralibéralisme se caractérise par une sorte de gauchisme caricatural, alors qu'il n'a strictement rien à voir avec les idées de la véritable gauche. C'est un gauchisme qui ne remet jamais en cause l'ordre des choses et les structures dominantes. C'est aux antipodes de la vraie gauche. Le tour de force, c'est d'appeler ça gauchisme. Mais qui s'occupe plutôt de jeter de la poudre aux yeux de la classe aisée dont j'ai parlé au préalable, par toutes sortes de mesures ayant affaire à des inepties, mais donnant bonne conscience aux bien-pensants chez les gentils. Cet ultralibéralisme à l'anglo-saxonne serait un peu un mélange entre Uber pour l'économie et la loi anti-fessée pour le social. L'avènement d'une telle mutation culturelle ne peut se faire qu'avec ce qui a été réussi en Amérique du Nord depuis les années 80, à savoir la destruction totale de tout ce qui peut provoquer une quelconque cohésion sociale ou un quelconque lien social, par la destruction de toute identité profonde liée à l'histoire des peuples et de leurs mouvements sociaux, au bénéfice de l'avènement de pseudo-identités caricaturales basées sur des critères fantaisistes, ayant plutôt trait à la personnalité qu'à l'identité d'ailleurs, mais s'affirmant toujours les unes en opposition aux autres par la prise de posture. Cette destruction de toute cohésion sociale s'est faite aussi en transformant tous les véritables sujets qui nécessitaient d'être débattus pour les avancées sociales en conflits intercommunautaires pour lesquels il faut bien sûr légiférer et donc ajouter un barreau à la cellule du peuple, tout en faisant en sorte que ce soit la partie se disant opprimée qui le demande. Bref, tout ce qui correspond à la responsabilisation de l'individu doit être éradiqué pour une infantilisation constante. Tout ce qui correspond à un début de lien social, d'être humain à être humain, doit être toujours parasité en caricaturant ces deux êtres, de manière à ce qu'ils ne se regardent l'un l'autre qu'au travers de leurs différences et jamais au travers de ce qui les lie ensemble, à savoir le même oppresseur, le dominant au pouvoir. Bref, l'arme la plus destructrice de cet ultralibéralisme, c'est sa jolie vitrine aseptisée, bien propre, pleine de sourires de circonstances, politiquement correcte, toujours polie, où ne s'emploient que des mots respectueux. Une vitrine joli sourire qui ne montre rien de ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique et qui masque encore plus l'horreur de l'arrière-boutique. Sixièmement et conclusion. Seulement voilà. Comme je l'ai dit au préalable, cette pseudo-société où l'être humain n'a d'autre choix que de se réaliser à travers l'acquisition d'objets ayant une valeur marchande ou à travers cette obéissance aux ordres qui validera son existence, cette société qui promet un humain dans son état le plus vil a plus de mal à s'installer selon la culture qu'elle attaque.
Aujourd'hui, il y a un résidu de braise dans le feu presque éteint de la contestation. Ce résidu de braise, je considère qu'il est illustré par les hommes et les femmes qui constituent ce mouvement des Gilets jaunes. Comme je l'ai dit au préalable, même si ces gens ne le verbalisent pas de la manière dont je viens de le faire, je considère ce mouvement comme un réflexe de survie de la part d'individus sentant intuitivement que nous sommes à deux doigts d'y laisser définitivement notre âme. Doit-on accepter que nos enfants et ceux des autres deviennent les futurs larbins de ces affairistes sans foi ni loi, qui nous considèrent simplement comme des tas de viande sur lesquels capitaliser? Doit-on définitivement, par manque de courage, par défaitisme ou fatalisme, nous laisser définitivement sombrer dans l'absurde, le non-sens, le vil et l'abject? Dans le genre de contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, beaucoup de gens sont indécis par une peur de l'après, une peur qui peut se justifier. En ce qui me concerne, voyant ce qu'il en est du présent dans ce qui se nomme, il paraît, la patrie des droits de l'homme, finalement, je me fous complètement de l'après, car je sais une chose pour sûre, s'il n'y a pas d'avant, il n'y aura jamais d'après.